En fait, le DISC qui nous permet d'adapter notre communication, d'adapter nos relations aux autres. On est vraiment dans des problématiques de management d'équipe. S'adapter aux autres, ce n'est pas manipuler les autres. Sur le terrain, j'observe les remarques suivantes en disant voilà, ce que je ne comprends pas, on était en réunion et puis tout semblait clair pour mon collaborateur. Et puis voilà, il s'est pas mis dans l'action tout de suite ou alors il n'y a rien qui a été fait comme je l'avais exigé. Alors ce que j'ai dû désapprendre, c'est me dire que j'avais toujours raison, c'est-à-dire... Non, je ne veux pas dire ça. Un rouge, non, c'est ça? Ah oui, ça c'est du rouge. Bienvenue sur le podcast SAM, Solutions avancées pour managers. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Betty Girardi d'Espagne pour parler du DISC. Alors le DISC, vous allez vous dire, encore un podcast sur le DISC. Non, on va vous parler de ce qu'on ne vous dit pas d'habitude, donc les mythes, comment l'utiliser ou ne pas l'utiliser, pour pouvoir utiliser à bon escient en fait cet outil de décodage comportemental. Et donc pour cela, je vais laisser Betty, je vais te laisser te présenter de la façon dont tu le souhaites et puis nous introduire le sujet. Je suis docteur ingénieur en physico-chimie. J'ai travaillé dans des grands groupes et puis assez rapidement j'ai été confrontée au au quotidien managériaux puisque je devais gérer des équipes de techniciens, des équipes d'ingénieurs. Bien entendu, j'avais tous les outils impeccables d'analyse et des indicateurs factuels. Cependant, ce qui me manquait, c'était les indicateurs humains. Une opportunité m'a carrément transférée dans un autre monde, le monde plutôt technico-commercial et le monde du commerce en général. Et je suis allée travailler et développer mes compétences aux États-Unis. Et là-bas, les outils d'analyse comportementale, dont le DISC en fait, étaient vraiment très plébiscités. Et du coup, avec ces outils, ces indicateurs factuels et ces indicateurs humains en poche, je suis revenue en France où j'ai pu aussi évidemment travailler en tant que manager, m'occuper d'équipe. Et aujourd'hui, je m'en sers toujours de cet outil que je trouve assez remarquable. Parce que je suis maître de conférence à Bordeaux Polytechnique et donc nos nouveaux ingénieurs et les nouvelles générations sont aujourd'hui assez rompus à ces pratiques cognitives. Alors, on en parle depuis une vingtaine d'années, tu le disais aux États-Unis, mais pourquoi il est toujours au goût du jour finalement ? C'est vrai que c'est un outil qui n'a pas bougé, n'a pas pris une ride, il est très moderne. Et en fait, pourquoi c'est un outil qui peut être choisi parmi d'autres outils ? Parce que c'est un outil global. En effet, il nous fait travailler sur plein de choses. C'est un outil à la fois de travail sur soi, donc un outil de développement personnel. Puis évidemment, c'est un outil aussi sur l'analyse des autres. Donc ça nous permet de travailler sur la communication, de pouvoir comprendre que son équipe ou les divers publics ne sont pas forcément comme nous. Donc de nous confronté à ce qu'on appelle la diversité. Et d'un côté, un travail sur soi, d'un côté, un travail sur les autres. Ça nous permet évidemment de trouver des zones communes, donc une communication adaptée pour des prises de décision adaptées, ce qui est un vrai levier de performance pour le manager. Donc communication, gestion de conflits, tous ces sujets-là du coup. Donc aujourd'hui, tu accompagnes des managers sur le sujet et finalement, c'est quoi ce que tu observes sur le terrain ? Oui, alors sur le terrain, j'observe les remarques suivantes, où on me fait part de ces remarques-là, en disant, voilà, ce que je ne comprends pas, on était en réunion, et puis tout semblait clair pour mon collaborateur, et puis voilà, il s'est pas mis dans l'action tout de suite, ou alors il n'y a rien qui a été fait comme moi je l'avais exigé. J'ai aussi des managers qui me disent, c'est quand même assez fou, pendant les réunions, c'est toujours les mêmes qui parlent, les mêmes collaborateurs qui prennent la parole, et puis d'autres, je les entends pas du tout. Il y a aussi évidemment des managers qui me disent que au niveau de la communication, il y a des fois des ruptures et ils sont obligés de répondre et de donner encore de l'information pour la mise en action. Donc tout ça en fait est assez perturbant en effet. Parce qu'on assiste à des ruptures de communication. Qui dit rupture de communication dit rupture de relations interpersonnelles et qui engendre des retards, une mauvaise gestion du temps, une mauvaise gestion de la compétitivité, de la productivité et beaucoup de malentendus en fait. Donc ça, c'est les cas que tu rencontres le plus souvent sur le terrain du coup. Oui. D'accord. En effet. Et si on peut rentrer un peu concrètement dans le modèle, donc du coup le DISC, ça fonctionne comment ? Alors le DISC, c'est assez simple. Parmi tous les outils d'analyse comportementale, le DISC est simple parce qu'en fait, il ne donne que deux directions.
Il y a une direction de rapport au temps, c'est-à-dire en fait, on regarde si les personnes en fait se situent plutôt sur un rythme, on va dire accéléré, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours, quand il y a une réunion, il y a tout de suite des gens qui posent des questions, des gens qui donnent des solutions aussi, des gens qui sont très proactifs, des gens qui sont très dynamiques. Et de l'autre côté, on a plutôt des personnes qui sont dans ce qu'on appelle le rythme un peu plus modéré, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont assez prudents et qui ont besoin, de se réconforter avec de l'information, avec des preuves. Donc souvent, ils peuvent apparaître sceptiques en fait. Et ce sont des gens qui ont besoin de réflexion avant de se mettre dans l'action. Donc là, c'est le premier axe. Et le deuxième axe, ça va être un autre paramètre qui est celui en fait de l'orientation. C'est-à-dire, est-ce qu'on est plutôt orienté tâche, c'est-à-dire des gens qui sont assez stratégiques, organisationnels, qui se reposent essentiellement sur du timing, de la gestion de compétences, de l'action. Aussi au contraire, on a plutôt envie d'être orienté gens, c'est-à-dire vers l'humain, où là, les décisions qui doivent être prises, elles doivent être sécures, elles doivent être bien pour tout le monde, parce qu'en fait, on travaille énormément avec ce collectif, avec cette empathie et ce désir en fait de monter tout le groupe en puissance. Donc il y a deux axes, et autour de ces deux axes qui combinés vont générer 4 profils, c'est ça? Oui, donc en effet, en fait, ces deux axes vont délimiter 4 profils différents. On appelle ça aussi des préférences comportementales. Alors, on va avoir le D de dominant avec un profil très direct, très stratégique, vraiment une mise en action assez directive. Et le D, évidemment, se situe sur le quart de rythme accéléré avec plutôt orientation tâche. Donc cela, on parle de rouge, hein, c'est ça, hein? Oui, exactement. Les deux axes vont créer 4 styles différents. On appelle ça 4 préférences comportementales. On a le D du disque, le premier, qui est le dominant. On est sur plutôt des personnalités qui sont très dynamiques, très directes, très stratèges, qui veulent absolument arriver à des résultats concrets. Évidemment, vous avez compris, on est sur de l'espace-temps assez accéléré avec l'orientation de tâches. Donc ça, c'est les rouges. Oui, exactement. En fait, on a associé à ces profils différents des couleurs. Et donc, oui, ça, c'est le rouge. Puis après, nous avons le I de l'influent. Là, on est toujours sur quelqu'un qui est plutôt dans un bon relationnel, une bonne dynamique, il a confiance. D'ailleurs, il crée sa confiance avec les autres. Et puis, c'est le créatif. Donc, beaucoup d'idées. Le I de influence se retrouve en effet toujours dans ce rythme assez accéléré, mais lui, il est plutôt orienté gens. Donc lui, il est orienté donc dans la relation, et donc c'est le jaune. Exactement, c'est le jaune du soleil. Puis nous avons le S. Alors le S, là, du coup, on passe plutôt du côté rythme modéré. On est sur le S du stable, du social, de la personne qui aime les mesures, les actions qui durent, qui perdurent, avec cette idée de collaboratif et de collectif. Donc ça, c'est le vert, hein? Oui, c'est le vert, exactement. Ah, je ne me trompe pas du coup. Il nous reste un profil. Il nous reste un profil qui est le C de conforme. Le conforme se retrouve dans un style plutôt modéré du temps avec l'orientation de tâche. Donc le conforme, il est plutôt comment? Le conforme, il est assez analytique. C'est quelqu'un en fait qui pose beaucoup de questions, il est très normatif, il aime bien que tout soit quelque part fait de façon procédurière. Et du coup, c'est le C qui recherche beaucoup d'informations. Alors, avant de rentrer un peu plus dans la méthode, j'aimerais qu'on puisse aussi déconstruire certaines idées du coup. Donc on va parler des mythes. Alors le premier mythe, c'est un peu réducteur de catégoriser les personnes à travers ces 4 profils. Pour toi, c'est quoi la réponse à ça? Alors, ce n'est pas catégorisé parce qu'en effet, les gens sont très différents selon plein de choses, leurs filtres sociétaux, culturels, etc. En tout cas, le disque donne de façon assez, on va dire, instantanée, des repères. On peut se repérer. Qu'est-ce qui va motiver les différents comportements? Deuxième mythe, du coup, c'est aussi, oui, c'est bien, c'est utile dans le team building au départ, mais finalement, c'est pas très utile dans le quotidien. Alors là, on se trompe. En effet, ce n'est pas parce que cet outil a associé des couleurs à des styles différents ou des préférences comportementales différentes que c'est un outil uniquement ludique. Le disque, c'est un vrai outil opérationnel. Troisième mythe aussi, le sujet de la manipulation.
Ah oui, la manipulation, en effet, de toute manière, quand on travaille avec des outils d'analyse comportementale, on peut toujours se poser cette question de manipulation. En fait, le disque, il nous permet quoi? Véritablement, il nous permet d'adapter notre communication, d'adapter nos relations aux autres, ce qui, je trouve, aujourd'hui est très intéressant parce que on est vraiment dans des problématiques de management d'équipe. Et donc, s'adapter aux autres, ce n'est pas manipuler les autres. D'accord, donc c'est toujours un sujet d'authenticité qui est derrière. Oui, c'est toujours un vrai sujet d'authenticité. Et d'ouverture à l'autre. D'ouverture à l'autre, de compréhension de l'autre, d'adaptation de l'autre, parce que le but du disque, évidemment, c'est d'arriver, surtout quand on travaille avec des équipes, à ce que j'appelle une zone neutre ou un langage commun. Alors ça me fait penser au 4e mythe, du coup, c'est « je suis comme je suis, je ne peux pas changer ». Bien évidemment, je suis comme je suis, je ne peux pas changer. On l'a beaucoup entendu et moi, je l'entends souvent de la part des seniors, des managers seniors. Bien évidemment, on peut tous évoluer. L'outil DISC est un outil de développement personnel pour une évolution. Parce que si on réfléchit bien, en fait, on ne perd jamais quelque chose à vouloir s'adapter aux autres. En fait, on gagne au contraire des compétences et on gagne une autre vision sur le monde. Alors, dernier mythe aussi, c'est un outil très RH, c'est pas très opérationnel, je vois pas trop moi en tant que manager comment je peux l'appliquer. Alors au contraire, le disque est très opérationnel parce que on n'attend pas de travailler avec des RH pour solutionner des conflits, par exemple, dans notre équipe. Il faut tout de suite être en capacité de savoir faire un pas de côté, de pouvoir écouter. Et le disque se repose de toute manière sur une écoute active. Puisque quand on écoute, on arrive véritablement à trouver le besoin et à aussi travailler dans cette résolution de conflits. Alors, fin de ces mythes, du coup, le truc aussi, c'est de se dire, c'est l'outil miracle ou il y a des limites? Il n'y a pas d'outil miracle, malheureusement. Bien entendu, il a ses limites. Les limites du disque, ce sont plutôt des limites cognitives. Pourquoi? Parce que, en fait, on est toujours dans l'humain. C'est un humain qui va tenter d'analyser un autre humain. Donc, les limites sont cognitives puisque chacun d'entre nous, on a des biais cognitifs. Donc, typiquement, par exemple, celui qui va pratiquer le disque ou s'exercer, qu'est-ce qui pourrait en fait avoir comme biais cognitif? Peut-être être dans le déni de lui-même, peut-être ne pas savoir à ce moment-là gérer ses émotions. Et là, du coup, on filtre. Et puis de l'autre côté, évidemment, on est sur des publics qui peuvent présenter peut-être de la manipulation, peut-être des dysfonctionnements et aussi certaines pathologies qui font qu'en fait, le disque ne peut pas s'appliquer à toutes les situations et à tout le monde. Alors ça me permet de rentrer dans la méthode et justement, quel est le framework? Alors le framework, c'est en 3 étapes. La première étape, c'est évidemment un travail sur soi. Le disque, il faut se l'appliquer quelque part à soi-même, c'est-à-dire trouver son style prépondérant. Grâce à ça, on va comprendre quoi? Nos zones de confort et nos zones d'inconfort. On comprendra aussi quels sont les signaux qu'on émet aux gens. Donc, on va travailler sur notre style de communication. Ça, c'est la première étape? Oui, c'est la première étape. C'est que sur nous. C'est hyper important. En fait, tout commence par nous. Donc, comme ça, on pourra savoir qui nous sommes vraiment en tant que communicants, en tant que manager, en tant que facilitateur, etc. Donc, nous. Nous. Deuxième étape. Deuxième étape, les autres. Quand on aura bien compris comment en fait on peut travailler avec cet outil, on va essayer de cartographier son équipe. Essayer de trouver quels sont les styles majeurs de chacun de nos coéquipiers, collaborateurs, mais aussi évidemment autres managers et clients, etc. Parce que ce qui est important, c'est que grâce à ça, on va essayer de déterminer des zones de tension. Et donc, du coup, évidemment, on les anticipera et également des zones de complémentarité. Donc ça, c'était la deuxième étape. Et donc la troisième étape? Oui, la troisième étape, c'est quoi? On a travaillé sur soi et on a cartographié les autres. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver? C'est un alignement, c'est-à-dire une façon de s'exprimer, d'adapter sa communication, une façon de prendre les décisions, de dire les choses qui, en fait, est commune à tout le monde. Et comme ça, on s'assure véritablement d'un engagement total. Alors justement, tu pourrais nous donner un exemple concret de communication inadaptée ou adaptée entre profils?
Oui, bien entendu. Alors, on pourrait imaginer un manager qui puisse avoir une dominante rouge, comme tu l'as appelé tout à l'heure, et qui, lui, quand il donne des consignes, va être très concis et synthétique, et qui va espérer bien évidemment que peut-être un autre collaborateur, on va prendre le cas du conforme par exemple, ou du bleu, qui, du coup, ce collaborateur, lui, pourrait être un peu déstabilisé par une commande trop directe, et ce collaborateur ne se mettrait en fait en action que quand il aurait beaucoup plus de précision. D'accord. Donc, C'est moi, par exemple, je suis leader, je dis voilà, on va aller sur un nouveau marché, ça va être génial, etc. Et en fait, je suis pas concret, je donne pas des preuves, je donne pas d'éléments analytiques, et donc un profil bleu va pas me suivre. non. Et ce qu'il pourra faire, c'est soit revenir te poser des questions, et là, du coup, il y a quand même une perte de temps, ou alors de te demander beaucoup d'éléments de réassurance, beaucoup d'informations, et toi, tu ne vas pas comprendre, en fait, pourquoi, alors que ta consigne était très claire, pourquoi ton collaborateur ne te suit pas. Ou je vends en tant que D, je vends du changement à quelqu'un qui est stable. Exactement. D'accord. Exactement. Et là, le stable pourrait être un peu mis en porte-à-faux parce que tu es en train en fait de le perturber, de perturber son équilibre, ses habitudes, et en fait tu le mets en zone d'inconfort. Alors justement, tu pourrais nous donner un exercice applicable en 3 minutes? Oui, un petit exercice très concret, se souvenir d'une situation qu'on a vécue avec son équipe. Alors peut-être une situation qui était un peu conflictuelle ou avec une tension, une petite friction. Et essayer de se rappeler nous-mêmes comment nous avons réagi et de regarder aussi comment les autres ont réagi, par exemple à la même annonce. Ce petit exercice va nous permettre en fait de vraiment concrètement comprendre qu'il y a des gaps de perception. Et ces gaps de perception ne sont pas du tout liés à des différenciations ou des gaps de compétences, mais ils sont liés aux gaps de style et de regard sur la vie. Ah, donc là, par exemple, ça peut nous parler aussi d'intergénérationnel, communication entre les juniors et les seniors, par exemple. Exactement, exactement. Alors justement, donc le point de départ du disque, c'est de partir de nous. Donc je vais parler de toi, du coup. Comment tu l'utilises, le disque? Alors, typiquement, le disque, je vais pouvoir l'utiliser, par exemple, pour préparer mes réunions. Mhm. Tu vois, moi, dans la vie de tous les jours, j'aurais plutôt tendance à faire des réunions excessivement courtes avec des consignes qui le sont aussi. Mais quand j'y réfléchis à deux fois, je me dis, tiens, voilà, au niveau de mes coéquipiers, j'ai peut-être des gens qui ont besoin d'être un peu plus rassurés avec de l'information, avec un process, donc par exemple avec un ordre du jour. J'ai peut-être des gens mes collaborateurs, qui auront peut-être besoin d'être rassurés, c'est-à-dire que le process que je vais mettre en place ne va pas tant les désorganiser, ou en tout cas qui seront accompagnés dans cette restructuration. Et donc, je vais essayer le plus possible en amont de donner des éléments d'information pour qu'en fait tout le monde se sente concerné. Ça parle à tous les profils, du coup. Exactement, c'est comme ça que je fais. Et en zone de vulnérabilité, du coup? Alors, en zone de vulnérabilité, comme moi je suis en zone de vulnérabilité, qu'est-ce que je fais? Je me rappelle quand même que tous ces différents styles de perception répondent à 4 questions fondamentales. C'est-à-dire, si, quel que soit dans des pratiques de négociation ou quand je suis en effet pas très, à l'aise sur n'importe quel sujet, si dans ma phrase, j'arrive à rassurer les gens avec des éléments très simples, du pourquoi, du avec qui, du comment et du quand, c'est-à-dire quand est-ce que je vais avoir des résultats, eh bien en fait je rassure l'ensemble de toute cette communauté. Donc tu t'es mis en place une petite routine pour éviter d'avoir ton profil réflexe qui ressort en zone de vulnérabilité. Exactement. D'accord. C'est comme ça que je pratique, et donc du coup je suis beaucoup plus à l'aise dans n'importe quel, on va dire, exercice, parce que j'ai déjà réfléchi à me mettre plutôt en zone de confort. Et qu'est-ce que tu as dû désapprendre, du coup? Alors ce que j'ai dû désapprendre, c'est me dire que j'avais toujours raison, c'est-à-dire... Non, je ne peux pas dire ça. Rouge, non, c'est ça? Ah oui, ça c'est du rouge. Alors, qu'est-ce que j'ai dû désapprendre? J'ai dû désapprendre cette notion d'analyse instantanée. C'est pas parce que je vois quelque chose ou que je comprends quelque chose de la part de mon public ou de mes collaborateurs que j'ai forcément raison. C'est-à-dire, en fait, il va falloir que j'aille chercher quand même d'autres informations pour me conforter.
Et donc, introduire cette notion de se dire, c'est pas une simplification, il y a de la complexité derrière et il y a le besoin de creuser, c'est ça? Exactement, parce qu'on est dans une complexité humaine et que peut-être moi aujourd'hui, je suis moins apte à analyser ou être dans l'écoute active. Donc, voilà, je peux me dire qu'à un moment donné, je reviendrai, je reposerai des questions et je pourrai me réassurer sur ce que j'ai perçu de l'autre. Ouais, et puis j'imagine qu'à l'intérieur de ça, il y a des nuances en fait. On est bien plus complexe que 4 couleurs. On a des colorations qui peuvent aussi se mélanger du coup. Exactement. Alors, c'était un très bon exemple parce qu'en fait, ces colorations, même si on a dit qu'on avait une couleur majeure et prépondérante, ces colorations, elles peuvent nous venir, bien entendu, eh bien, de notre manager, mais aussi de l'acculturation de l'entreprise, mais aussi de notre vie de tous les jours. Donc, on tend à être multicolore. Alors on avait fait une promesse au début du podcast, c'était aussi de dire dans quel cas ça ne marche pas du coup. Ah oui, alors, dans quel cas ça ne marche pas? Parce que ça ne marche pas tout le temps. Ça ne marche pas quand on part d'une façon assez obtuse, je dirais, de la vie. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie ou on ne prend pas le temps d'analyser véritablement l'autre. Si on n'est pas véritablement dans son écoute active, si on ne pose pas les bonnes questions, si on n'est pas dans notre tolérance, parce que peut-être qu'il y a des attitudes des autres qui nous tendent ou qui nous frustrent. Et donc, il faut faire abstraction de cette frustration que nous pouvons aussi avoir à écouter les gens et de se dire quand même que des fois, il y a des comportements qui ne sont pas faits exprès juste pour nous ennuyer, mais c'est juste une autre vue de la vie. Le disque, c'est pas le seul outil, hein. On a aussi le MBTI, on a ProcessCom, on a le Hogan. Dans quel cas le disque est utile? Alors, le disque est utile parce que, on le comprend bien, il est simple. Il est simple de compréhension, il est simple d'utilisation et aussi c'est un outil qui peut être totalement transposable en fait à l'ensemble de l'entreprise. Donc les strates managériales notamment? Exactement. Qu'on parte du top management au middle management ou au manager de proximité. En fait, le disque peut s'utiliser et peut être, comment dire, une vraie source, un vrai levier pour managérial, pour en fait ces 3 niveaux. C'est un levier aussi qui peut être utilisé pour les équipes. De toute manière, le disque a plusieurs tests et niveaux de tests qui correspondent également aux pratiques, à l'ancienneté et à ce qu'on se fait déjà comme image de management. Ça fait 20 ans que tu pratiques le disque. Oui. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir plus tôt? J'aurais aimé comprendre plus tôt la différence entre l'intention et entre ces différentes gaps de perception. L'intention, je m'explique, l'intention des fois quand il y a des personnes qui ne parlent pas du tout le même langage que nous-mêmes, eh bien on peut toujours se poser la question, est-ce qu'il fait exprès? Est-ce qu'il nous fait exprès de nous mettre dans une zone d'inconfort? Est-ce qu'il fait exprès de nous déstabiliser? Ça, c'est une intention. Mais peut-être qu'en fait, après tout, c'est juste un regard différent que lui-même porte sur le monde, un regard différent sur sa perception du temps, sa perception de la communication. Et là, en fait, ça rend les choses un peu plus compréhensibles, on va dire, par tout le monde. Donc on peut creuser le sujet derrière en allant sur ses perceptions, nom de réalignement, donc ça veut dire éléments de langage qui sont différents, ça veut dire aussi posture qui est différente dans la relation, c'est ça? Oui, exactement. En fait, le disque va très très loin. C'est non seulement ces différenciations qui peuvent être palpables sur la communication, de la relation interpersonnelle, sur de la facilitation, sur la façon dont on s'exprime, dont on gère nos émotions, dont on gère le temps et le stress. Ça va très loin. Alors nous, on s'intéresse particulièrement aux managers, hein. Pourquoi cet outil il est d'autant plus essentiel en ce moment? Alors, il est essentiel en ce moment parce que l'environnement du manager est devenu relativement complexe pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il doit tout à la fois gérer du multigénérationnel et que là, on s'aperçoit en effet qu'il y a des gaps de perception, mais également le manager doit faire face à, je dirais, des perceptions aussi de temps, puisque le manager aujourd'hui travaille totalement en urgence. Tout doit être fait dans l'immédiateté. Et si on se rappelle bien, il y a des profils qui sont plus ou moins compatibles avec ce temps accéléré, et donc il y a des profils qui en souffrent un tout petit peu.
Et puis évidemment, aujourd'hui, le manager, il fait face à des formats très différents de management, parce qu'il n'est pas que sur site. Des fois, il fait un management hybride, il est des fois totalement en distanciel. Et on sait que, il doit toujours créer son relation à l'autre. Donc en fait, le manager, aujourd'hui, on a rajouté pour lui des couches supplémentaires de complexité. Et donc pour ça, il doit avoir le maximum de radar émotionnel et de capacité d'adaptation. C'est ça que tu nous dis aussi, du coup. Oui. En fait, je crois que sur le tableau de bord d'un manager aujourd'hui, il y a autant d'outils nécessaires, bien évidemment, à gérer les indicateurs factuels, mais c'est ce qu'il avait l'habitude de faire, on va dire. Et à égalité, il doit aujourd'hui avoir des outils pour gérer l'indicateur humain. Et c'est comme ça qu'il peut devenir performant et qu'il peut vraiment accéder à d'autres niveaux. Alors, tu disais aussi que c'est une complexité, c'est une immédiateté, et donc ça nécessite de développer des routines, en fait, hein. C'est ça? Oui, des routines pour ne pas perdre trop de temps. Et ces routines, typiquement, par exemple, elles pourraient être proposées et validées par toute une équipe. On peut pas laisser aussi nos auditeurs simplement dans cette prise de conscience. Si tu avais à leur préconiser une approche qu'ils peuvent mettre en œuvre dans les 48 heures, ça serait quoi? Alors, ça serait quoi? Déjà, apprendre à bien se connaître, à mieux se connaître. Parce que ce qui peut être important, c'est d'essayer quand même de voir quel est le gap entre l'image qu'on a envie d'envoyer aux autres et l'image que les autres perçoivent. Puisque au-delà de tout ce qu'on a pu dire, ce qui est aussi important, c'est l'impact de notre personne. Des fois, on a tous l'impression de parler de façon très simple ou de parler de façon très amicale et que peut-être l'autre le reçoit d'une autre manière. Donc, il y a ça, évidemment. Et la deuxième chose, évidemment, c'est aussi de se rapprocher de ces équipes et d'essayer de trouver des outils communs à toutes les équipes. Alors, une question pour toi. Qui aimerais-tu entendre dans ce podcast ? Alors, j'aimerais bien entendre des managers qui pratiquent dans leur quotidien le DISC et qui le pratiquent depuis un certain temps. Parce que au-delà de l'apprentissage d'un outil, bien entendu de sa pratique quotidienne, il y a quelque chose qui pourrait être aussi quelque part sublimé, c'est comment on ancre ce DISC dans nos pratiques pour presque l'oublier. C'est-à-dire, en fait, on vit au travers du DISC. Alors, on a parlé des managers que tu aimerais écouter, mais aussi, est-ce que tu aurais un livre à nous recommander ? Oui, je vous recommanderais bien entendu un livre qui est très accessible de Stéphanie Angela, qui est les 40 nuances de DISC. Ce livre nous permet vraiment d'aller un peu plus loin que des ouvrages sur lesquels on est habitué à prendre référence, parce qu'on démystifie le DISC et puis elle nous donne beaucoup de questions à poser. Elle nous permet véritablement de s'accaparer de cet outil de façon très simple et de façon quotidienne. Et donc, si nos éditeurs veulent aller plus loin, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver ? Alors, il y a une masterclass qui est mise en place qui s'appelle « S'initier aux préférences comportementales grâce au DISC ». Et grâce à ces 2 heures chrono, on va pouvoir vous faire passer des tests pour comprendre Donc là, ils font le test en amont et oui. Ils ont la chrono avec toi, du coup. Exactement. Le test, la chrono, et on les aide évidemment sur des cas pratiques à réfléchir. Et s'ils veulent aller encore plus loin ? Il y a des ateliers formatifs. Donc là, pratique opérationnelle, entre pairs, entre managers, sur différentes situations où ces profils vont s'exprimer, c'est ça ? Exactement. Du coup, chacun arrive avec des situations managériales qu'il partage et grâce, évidemment, à des pratiques, des retours d'expérience, du partage. Et puis nous, bien évidemment, on ira plus loin sur le DISC. Eh bien, on repart avec des plans d'action qui sont très concrets et directs à mettre en place. Merci Betty pour cet échange très riche sur le DISC. Et puis du coup, on se retrouve pour le prochain podcast. Sam.